200 ciseaux s'agencent entre eux avec une grande précision pour constituer notre squelette. Chaque os, avec sa morphologie, sa taille et les articulations qu'il réalise avec son voisinage, participe à notre posture, notre locomotion et à la protection de nos organes vitaux, ainsi qu'à d'autres fonctions moins visibles, telles que l'audition. Dans cette série de vidéos, nous découvrirons ensemble l'ostéologie de notre charpente, le squelette humain. Bonjour à toutes et à tous, dans ce nouveau cours Scandium, nous allons parler de l'articulation de la hanche. C'est l'articulation coxo-fémorale. Elle unit l'os coxal au fémur, autrement dit, elle unit la cuisse au bassin. C'est une articulation synoviale sphéroïde et c'est l'articulation la plus stable du corps. Elle est si stable qu'un violent traumatisme est nécessaire pour sa luxation. Contrairement à d'autres articulations qui ont une grande stabilité, la hanche a une grande stabilité couplée à une grande mobilité. Parlons d'abord des surfaces articulaires. Comme je viens de le dire, cette articulation implique l'os coxal et la tête fémorale. Ces surfaces sont recouvertes de cartilage hyalin. Tout d'abord, au niveau de l'os coxal, on retrouvera l'acétabulum, qui est une cavité sphéroïde profonde et elle a une valeur angulaire de 180 degrés à peu près. Cette cavité osseuse est surplombée par ce qu'on appellera le limbus acétabulaire. Ce limbus est constitué de deux éléments, dont un seul est articulaire. L'articulaire est la surface semi-lunaire qui est périphérique en forme de croissant et recouverte de cartilage. Les cornes délimitent l'incisure acétabulaire et sont unies par le ligament transverse de l'acétabulum. Le deuxième élément est la fosse acétabulaire. C'est celle-ci qui n'est pas articulaire avec la tête fémorale, mais elle donne insertion à un élément de stabilisation qui est le ligament de la tête fémorale. La seconde surface articulaire est le bourrelet acétabulaire. C'est un anneau fait de fibres et de cartilage et il a une forme triangulaire. Celui-ci s'insère sur le limbus acétabulaire qu'on vient de décrire. Il régularise ses bords et augmente sa profondeur. Sa face périphérique donne insertion à la capsule articulaire. En dernier, on retrouvera la tête fémorale qui a la taille de 2/3 d'une sphère de 25 mm de rayon à peu près. Elle est entièrement recouverte de cartilage à l'exception de la fovea captis, car c'est de là que part le ligament de la tête fémorale. Il est important de noter que cette articulation est sujette à différents événements au cours de la vie qui vont ultimement réduire la mobilité du patient ou le mettre carrément à l'arrêt. On peut avoir par exemple une arthrose de la hanche qu'on appelle une coxarthrose ou une ostéonécrose du fémur. Chez certains sujets, une arthroplastie est nécessaire. Pour ce faire, on insère une coquille métallique dans l'acétabulum qu'on vient de décrire. Et du côté fémoral, on intègre une tige dans l'os. Et c'est là la nouvelle articulation coxo-fémorale du patient. On va aborder à présent les moyens d'union de l'articulation de la hanche. Commençons par les moyens passifs. Tout d'abord, on aura la capsule articulaire qui est formée de deux éléments. Une membrane fibreuse, celle-ci s'insère sur le limbus acétabulaire ainsi que sur le bourrelet au niveau de l'os coxal. Cette membrane va rejoindre la ligne intertrochantérique qui est au-dessus du petit trochantère et un peu en dedans du grand trochantère en avant. Cette capsule est formée par différentes fibres longitudinales et circulaires. Et ces fibres circulaires vont délimiter une zone qu'on appellera la zone orbiculaire. Ces fibres sont importantes car elles permettent un meilleur emboîtement de la tête fémorale dans l'acétabulum. Le deuxième élément de la capsule articulaire est la membrane synoviale qui revêt la face profonde de la membrane fibreuse, le ligament de la tête fémorale ainsi que les parties intra-articulaires du col fémoral. Toujours dans les moyens passifs,
En plus de la capsule, on va retrouver des ligaments qui sont au nombre de 4. Tout d'abord, on va retrouver le ligament iliofémoral qui est tendu entre l'épine iliaque antéro-inférieure et la ligne intertrochantérique. Il est de forme triangulaire et très résistant. Celui-ci renforce en avant la capsule. On va retrouver par la suite le ligament pubo-fémoral qui est tendu entre l'imminence iliopubienne et la partie inférieure de la ligne intertrochantérienne et celui-ci renforce la capsule en bas. Ensuite, nous avons le ligament ischio-fémoral qu'on retrouve postérieurement cette fois-ci. Il naît de la partie postéro-inférieure du limbus acétabulaire ainsi que de l'ischium. Il se termine en avant de la fosse trochantérique et sur la zone orbiculaire. En tout dernier, nous avons le ligament de la tête fémorale. Il est intracapsulaire cette fois-ci. Il est très résistant et mesure environ 3 cm. Il se termine en 3 faisceaux. Le premier se fixe en arrière de la corne antérieure. Le second se fixe sous le ligament transverse de l'acétabulum. Et le dernier se fixe en arrière de la corne postérieure. Ce sont là les moyens de fixité passifs. Concernant les moyens actifs, évidemment, ce sont les muscles de cette région. On retrouvera les muscles glutéaux en arrière et en dehors, les adducteurs en dedans, ainsi que le quadriceps, le sartorius et l'iliopsoas en avant. Les artères de l'articulation émanent principalement de l'artère obturatrice, des artères circonflexes médiales et latérales, ainsi que les artères glutéales supérieures et inférieures. Les nerfs, quant à eux, proviennent du nerf fémoral ainsi que du nerf obturateur. Comme je l'ai évoqué au tout début, l'articulation coxo-fémorale est assez mobile. En effet, elle a 3 degrés de liberté et peut effectuer des mouvements de flexion-extension, abduction-adduction et rotation latérale et médiale, ainsi que la circonduction qui combine l'ensemble des 3 premiers. Parlons tout d'abord de la flexion. On a une amplitude de 120 degrés à peu près si la jambe est fléchie et 90 degrés si la jambe est en extension. L'extension de la hanche, quant à elle, mesure environ 15 degrés. Les muscles fléchisseurs sont l'iliopsoas ainsi que le muscle fémoral droit, qui est un des chefs du quadriceps. Les muscles extenseurs, quant à eux, sont principalement les glutéaux. Passons à présent à la adduction. Elle a une amplitude de 20 degrés, mais peut associer une flexion pour avoisiner les 30 degrés. Les muscles responsables sont principalement les grands et petits adducteurs. L'abduction, quant à elle, a une amplitude de 45 degrés et ce sont les muscles fessiers petits et moyens qui en sont responsables. Et enfin, la rotation. La rotation latérale, tout d'abord, a une amplitude de 45 degrés en moyenne et les muscles moteurs sont le piriforme, le carré fémoral ainsi que l'obturateur interne. La rotation médiale, quant à elle, a une amplitude de 35 degrés en moyenne et ce sont les moyens et petits fessiers qui sont les moteurs. Afin de vous présenter ce cours, nous nous sommes documentés du Gray's Anatomy for Students 3rd Edition ainsi que de l'anatomie clinique tome 1 de Pierre Camina. Après avoir parlé de la mobilité de la hanche, essayez de réfléchir à l'anatomie des grands écarts et ce qui se passe exactement et dites-nous en commentaire si vous arrivez à des conclusions. À très bientôt.